Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la série de podcasts intitulée « Les pourquoi » que nous allons décliner pour plusieurs maladies rhumatismales. L'idée de cette série est d'aborder avec un expert les points les plus saillants de la physiopathologie des maladies. Dans cet épisode, nous allons explorer une pathologie complexe et souvent méconnue des patients, le lupus systémique. Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Marc Scherlinger, rhumatologue à Strasbourg. Bonjour docteur. Bonjour et je vous remercie à vous et la SFR de m'avoir invité pour parler de cette maladie passionnante qu'est le lupus systémique. C'est avec plaisir docteur. Et pour commencer, le lupus systémique est considéré comme une maladie rare. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'épidémiologie sur cette maladie ? Oui, effectivement, donc le lupus systémique fait partie des maladies rares. Donc la définition d'une maladie rare, c'est moins de 1 patient sur 2000 et justement le lupus est juste en dessous de cette barre. Donc c'est de l'ordre de 47 patients sur 100 000 habitants, donc un petit peu en dessous de 1 sur 2000, donc qui la classe au sein des maladies rares, mais parmi les maladies fréquentes au sein des maladies rares. Et donc c'est pour ça que tout rhumatologue, durant sa carrière, rencontrera des patients atteints de lupus systémique. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux facteurs de risque associés au lupus. On entend souvent parler de la contribution de la génétique, mais quels sont les autres facteurs qui peuvent prédisposer une personne à développer cette maladie ? Alors effectivement, c'est une pathologie complexe avec de nombreux facteurs. Alors juste pour revenir sur la génétique, effectivement, il y a des rares cas de lupus monogénique, c'est-à-dire une mutation qui induit le lupus. Heureusement, c'est bien rare et le plus souvent, c'est plutôt des polymorphismes génétiques qui vont prédisposer un individu dans son environnement à développer un lupus. Et donc, parmi les autres facteurs, il y a bien sûr les facteurs hormonaux, on y reviendra, car le lupus touche à 90% des patientes, donc des femmes. Et ensuite, les facteurs environnementaux qui participent au déclenchement, mais aussi l'entretien de la maladie. Donc, on pense bien sûr au tabagisme, qui est un facteur péjoratif, mais également avec de plus en plus de données actuellement dans le lupus et d'autres maladies auto-immunes sur la pollution et notamment la pollution aérienne qui peut participer au déclenchement du lupus. Enfin, il existe de rares cas de lupus médicamenteux qui sont un petit peu à part parce que lorsqu'on arrête les médicaments, le lupus régresse et disparaît, donc bien à part par rapport au lupus systémique classique. On comprend donc que le lupus est une maladie multifactorielle avec une interaction complexe entre génétique et environnement. Maintenant, en ce qui concerne les mécanismes physiopathologiques, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les mécanismes sous-jacents du lupus et pourquoi cela touche plus les femmes ? Alors effectivement, on pourrait passer beaucoup de temps sur cette question, mais qui est effectivement très importante parce qu'elle guide les nouvelles thérapies dans le lupus systémique. Alors tout d'abord, il y a un rôle prépondérant du lymphocyte B, donc du lymphocyte producteur d'auto-anticorps, car on sait que le lupus est une maladie à auto-anticorps, et donc l'intégralité des patients présente au moins des anticorps antinucléaires. Ça fait partie des critères diagnostiques pour avoir un lupus systémique. Il y a des voies cytokiniques qui sont importantes, donc on connaît bien le TNF-alpha important dans la polyarthrite rhumatoïde, et dans le lupus systémique, alors bien sûr pas chez tous les patients, mais chez une majorité de patients, il y a la voie des interférons, et notamment des interférons type 1 qui sont importantes comme cytokines de l'inflammation et qui promeuvent justement l'activation des lymphocytes B. Et c'est une voie prometteuse qui est actuellement ciblée par de nouvelles thérapies. Et enfin, pour faire le lien entre l'augmentation du lupus chez les femmes et ce lymphocyte B, il y a des données de physiopathologie qui nous sont arrivées récemment via la génétique avec la découverte d'une famille qui présente des mutations gain de fonction du TLR7, donc qui est un récepteur de l'immunité innée qui promeut la production d'interférons en réponse à certains stimulus. Cette famille avait une mutation gain de fonction d'activation incontrôlée de ce gène. Donc bien sûr, ça ne concerne pas l'intégralité des patients. Toutefois, ce gène, le TLR7, est présent sur le chromosome X, donc le chromosome féminin qui est présent en 2 exemplaires chez les femmes. Normalement, comme vous le savez, un des 2 chromosomes X chez les femmes est inactivé.
ce qui permet de ne pas avoir en double ce type de protéines exprimées par des gènes du chromosome X. Toutefois, il a été mis en évidence une inactivation incomplète de certains gènes, et notamment du TLR7, chez des femmes qui développent un lupus, et donc ce qui pourrait expliquer l'augmentation du risque de lupus chez les femmes, qui va donc bien au-delà des rôles purs des hormones. Le grand public a pu entendre parler de cette maladie ces dernières années, notamment en raison de certaines personnalités publiques qui en souffrent et qui se sont exprimées sur la question. Néanmoins, de nombreux patients se demandent encore « Pourquoi moi ?» Lorsque vous avez un patient qui vous pose cette question, que lui répondez-vous ? Alors effectivement, c'est une question très importante et qui met en exergue l'importance pour les patients de donner du sens à leur maladie rare. Et donc, c'est un temps qu'il faut prendre pour expliquer. Ça fait partie intégrante de la prise en charge du patient. Alors, bien sûr, il n'y aura pas une réponse unique pour chaque patient, mais ce que j'aime bien faire en général, c'est m'intéresser à la vie du patient et ce qui a pu se passer dans les mois qui précèdent le diagnostic de la maladie. En effet, ce qui est aujourd'hui bien démontré, c'est les liens forts qui existent entre le système nerveux central et notamment la zone de la réponse au stress par rapport au système immunitaire. Et on retrouve en effet assez fréquemment chez les patients qui développent une maladie auto-immune un événement stressant, important, physique ou psychique, dans les mois ou années qui précèdent le diagnostic. Et donc ça, c'est un élément, une notion qui aide aux patients à donner du sens. Et cela embraye sur une partie importante de la prise en charge dont on n'a pas toujours le temps d'aborder durant la consultation, qui est une prise en charge multidisciplinaire dans le lupus systémique. Alors, ça peut être par le biais d'hospitalisation de jour avec la présence d'un psychologue, d'un coach sportif, d'une diététicienne, d'un pharmacien pour discuter de l'ensemble des aspects du lupus qui dépassent bien souvent, bien évidemment, les médicaments et qui sont souvent plébiscités de la part des patients. Un autre élément aussi mis en avant sont les ateliers d'éducation thérapeutique. Effectivement, les patients veulent souvent mieux comprendre leur maladie, mieux savoir gérer eux-mêmes leur maladie. Ça fait partie de l'autonomisation des patients. Donc, c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, pour les sites qui n'auraient pas dans leur centre ces outils-là, qui sont quand même pas disponibles partout, il y a des outils beaucoup plus simples à mettre en œuvre qui existent. Et je pense par exemple au livre Le lupus en 100 questions qui a été mis à jour début 2024 et qui permet aux patients d'avoir un certain nombre de réponses d'experts sur de nombreuses questions autour de leur pathologie, de leur qualité de vie, de leur vie quotidienne, de leur vie professionnelle, qui sont des aspects extrêmement importants pour leur vie quotidienne et leur qualité de vie. Et enfin, au-delà de ces aspects, une question qui m'est encore souvent posée par les patients, c'est est-ce que je vais guérir ? Une question tout à fait légitime. Alors, comme vous le savez aujourd'hui, le lupus est une maladie chronique pour laquelle il n'y a pas de traitement curatif. Toutefois, on a un certain nombre d'innovations thérapeutiques qui ouvrent la porte vers des possibles rémissions prolongées, voire des guérisons. Et je pense particulièrement aux thérapies innovantes, aux thérapies cellulaires innovantes, que sont les CAR T-cells, dont certains centres en France, comme à Strasbourg notamment, sont centres de ces études thérapeutiques avec ces médicaments innovants. Et donc, je pense qu'il est important à nos patients de donner un message d'espoir que la recherche avance et que de nouvelles thérapies seront disponibles demain pour améliorer leur prise en charge et possiblement un jour les guérir de leur maladie. Merci docteur pour ces mots, pour ces explications et ces conseils sur le lupus. Merci à vous de m'avoir invité, merci à la SFR d'organiser ces podcasts très intéressants et à très bientôt pour d'autres aventures concernant le lupus ou d'autres maladies auto-immunes. Chers auditeurs, quant à vous, nous espérons que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt!